Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus pour notre présentation. Bonjour Nous à tous. sommes très contents de venir ici pour vous présenter donc notre usine logicielle. Je me présente, je m'appelle Julien Betty, je suis CTO chez Cosium. Et moi, je suis Reda Alaoui, je suis ingénieur principal chez Cosium. Donc rapidement, hein, Cosium c'est un éditeur en France, un hébergeur certifié HDS spécialisé dans le cloud santé. Donc on fait des logiciels dans le domaine de la santé. C'est une boîte autonome et indépendante. Voilà. Donc si vous voulez venir nous voir pour plus de questions, nous sommes disponibles sur notre stand. Mais là, nous sommes ici donc pour vous parler de Continuous Delivery on-premise parce que c'est encore possible. Donc on présente les outils principaux que nous utilisons, donc Gerrit, Jenkins et SonarCube en particulier. On va commencer par une présentation des objectifs de cette usine logicielle, des composants du Continuous Delivery, une vue d'ensemble de ce qu'est cette usine logicielle. On verra après plus en détail chaque composant, comment il a été configuré, euh, comment on a contribué pour l'adapter à la vision d'ensemble qu'on vous a présentée. Et puis nous terminerons par les limites, les problèmes, ceux que nous avons déjà adressés et les défis qui nous restent à relever. Donc dans une première partie, voilà, les objectifs, une sorte d'avoir un vocabulaire commun et puis les différents composants en jeu. Oui, donc on va commencer par définir les objectifs de notre usine logicielle et du continuous delivery en général. L'objectif, c'est d'avoir d'abord une réactivité par rapport aux besoins du client. Donc ça va de la feature et ça va jusqu'à la correction de bugs. Lorsque vous avez un bug qui est corrigé ou une feature qui est prête, ce que vous voulez, c'est qu'elle soit le plus rapidement possible mise à la disposition du client, donc envoyée sur la production. Le deuxième point, du coup, ça va être également la productivité des développeurs. Donc, ce qu'on veut, c'est que les développeurs soient vraiment concentrés sur leurs tâches, sur les tâches qu'ils ont à accomplir, sur les tâches sur lesquelles ils ont les plus de valeur ajoutée. Et donc, pour ça, on essaye vraiment de retirer tous les obstacles possibles à leur travail, et tous les obstacles qu'on peut retirer, donc toutes les tâches qui peuvent être manuelles et rébarbatives. Et ça passe aussi donc quand on crée des nouveaux projets dans une entreprise comme la nôtre, éditeur de logiciels, il y a des projets principaux, mais il y a aussi beaucoup de projets annexes. Il y a aussi beaucoup de librairies parce que donc on est plutôt dans un paradigme modulite, quoi. Donc on essaye d'éviter les plats de spaghettis. Voilà. Donc dès qu'on peut faire une lib, on fait une lib. Une lib, c'est un nouveau projet. Et on veut que le bootstrap de projet soit simplifié, que ce soit toujours la même chose pour les développeurs qui codent chez nous, pour que ce soit géré exactement de la même manière pour toute modification de code. Et puis il y a un aspect quand même non négligeable, surtout pour nous qui travaillons dans le domaine de la santé. Nos processus de développement sont certifiés ISO 27001 et cette usine logicielle, la manière dont elle fonctionne, est une pierre angulaire de cette certification. Qui a donc son importance pour la qualité du code produit et l'audit de qui a fait quoi, quand, comment, etc., quoi. Voilà. Donc après avoir vu les objectifs, on va parler un peu des caractéristiques du continuous delivery. On va le comparer en particulier au continuous integration. Donc déjà pour commencer, les premiers points sont communs aux deux finalement. Donc ce qu'on peut obtenir du continuous delivery et du CI, c'est des cycles courts. Ce qu'on entend par cycle, c'est un cycle qui va, c'est tout temps qui va s'écouler en fait de la création de la PR par le développeur et qui va se terminer par la mise à disposition d'un livrable dans le dépôt de livrable. Donc le deuxième point aussi, c'est l'automatisation. Donc vraiment pour atteindre l'objectif, par exemple, de réduction des tâches rébarbatives et manuelles qui peuvent incomber aux développeurs, on va vraiment essayer d'automatiser le plus possible absolument tous les process qui le peuvent. Et donc ça, c'est également quelque chose de commun avec le CI. La différence avec le CI, ça va être le troisième point, donc la mise à disposition des livrables en continu.
Donc le principe, c'est que lorsque vous avez un commit qui atterrit sur une branche principale, on va faire systématiquement une release, et cette release sera prête, elle sera déposée dans le dépôt de livrable, elle sera prête à être mise en production. Donc c'est là qu'on doit également souligner la différence avec le continuous deployment. Dans le continuous deployment, on va jusqu'au bout du processus et on met également automatiquement en production le livrable. Là, dans cette présentation, on va se cantonner au continuous delivery et ce sera déjà pas mal. Donc pour présenter les différents composants que l'on a, hein, de manière assez classique, on a un gestionnaire de tickets. Chez nous, c'est Jira. On vous expliquera pourquoi. Bon, j'imagine que vous avez l'habitude d'utiliser peut-être ce qui est intégré à GitHub ou UTrack, Bugzilla, Mantis. Enfin, il y a vraiment toute une panoplie d'outils. Le gestionnaire de code source, nous, c'est Gerrit. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Gerrit. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Ah super, bon ben voilà, on est vraiment très très content d'avoir découvert ce gestionnaire qui tire son épingle du jeu, on pense, par rapport à ce qui peut exister, donc GitHub, GitLab, Bitbucket qu'on utilisait avant. Comme automate, j'ai envie de dire bien sûr, on utilise Jenkins, voilà, l'équivalent de GitLab CI ou TeamCity. Comme analyseur de code, on utilise SonarQube. Bien connu aussi. On peut citer comme équivalent des librairies ou des outils comme Checkstyle, PMD. Et le dépôt de livrable qui est important aussi parce que c'est lui qui va sécuriser l'accès aux livrables qui peuvent être déployés en production et qui sont donc les outils de déploiement ne se fournissent que dans ce dépôt de livrable. Donc nous on utilise Nexus après avoir utilisé Archiva. Archiva était quand même très orienté Maven, artefact Maven, et donc là on utilise Nexus pour les artefacts Maven, mais aussi pour d'autres types d'artefacts comme par exemple des images Docker ou enfin des trucs custom. Oui, on peut faire un peu ce qu'on veut. Des livrables NPM par exemple. Voilà, exactement. Mais on peut citer donc Archiva ou JFrog comme autre solution. Donc d'abord une première vue d'ensemble des différentes étapes qui composent cette usine logicielle. Alors voilà, n'ayez pas peur, on va aller très très vite. Je vais essayer de passer assez vite sur les différents points. En gros, ce qu'on voit qui est dans transparence bleue, c'est les itérations qu'il peut y avoir dans la modification de code. Hein. On voit les différents acteurs sur la chaîne de modification de code. Donc en gros, donc, le développeur qui utilise Jira pour la tâche à accomplir, qui commit et push sur Gerrit. Le Gerrit déclenche un build de Jenkins, qui déclenche une analyse de Sonar, qui en fin de build réussi fait un déploiement sur Nexus, parce que comme ça on peut rendre, même alors qu'une pull request est en cours de développement, on peut avoir des livrables prêts à être déployés si nécessaire pour l'équipe qui est en charge des projets. On a bien évidemment une code review de la part d'un pair, hein, de la part d'un reviewer. On a un vote de la part de Sonar qui a validé la qualité de code, un vote de la part de Jenkins qui indique que le build s'est exécuté sans problème avec l'exécution des tests automatiques sans problème. Une fois que le vote aussi du reviewer, évidemment, qui valide le code. Donc si un de ces trois votes échoue, l'itération recommence, évidemment. Sinon, si les trois votes sont présents, il y a un merge automatique de la pull request dans Gerrit, qui va déclencher automatiquement la résolution du ticket dans Jira, qui va aussi automatiquement préciser dans les tickets de Jira sur quelle branche le patch a été mergé. Sachant qu'on verra que dans Gerrit, il est très simple de faire un cherry pick en un clic, donc sur d'autres branches. Et une fois que le processus s'est déroulé aussi sur les autres branches, de la même manière, il va mettre à jour le ticket Jira pour taguer la branche impactée. Comme il y a eu un merge sur master ou sur une branche de maintenance, il va y avoir automatiquement une release qui va être déclenchée par Jenkins, qui va donc lui-même déployer cette fois-ci une release
sur Nexus pour qu'elles deviennent disponibles pour déploiement en production ou sur environnement de test au choix, et un déploiement automatique sur les environnements de staging qui, eux, se mettent à jour donc en permanence. Une fois que cette release est faite, il y a une notification qui est faite. Alors là, nous, c'est Rocket Chat, hein, c'est un système de messagerie instantanée qu'on utilise en interne. Donc il y a des channels spécialisés qui permettent de notifier que des releases sont prêtes. À la fin d'une version, on va aussi taguer dans chaque ticket Jira dont le patch a été inclus dans cette version. On va patcher automatiquement dans le ticket Jira la version concernée. On va aussi indiquer à Jira que la release a été faite. Et donc, il y a tout le processus de Jira qui se met en place, comme quoi la release est faite. Donc, production des release notes et envoi automatique d'un email qui contient la release note à toutes les personnes qui sont abonnées. Voilà. Donc, si on regarde maintenant plus en détail chaque acteur, comment ça se passe, les interactions, les configurations que l'on a mis en place, les contributions qu'on a opérées pour y arriver. Donc le gestionnaire de tickets qu'on utilise, c'est Jira. C'est un gestionnaire qui nous convient. Je sais que cette opinion ces derniers temps n'est pas forcément très populaire. Pas mal de gens qui ont tendance à préférer peut-être les gestionnaires intégrés d'outils comme GitHub ou GitLab. Mais en tout cas, nous, on a choisi de conserver Jira après plusieurs années, après toutes ces années en fait, parce qu'il nous permet justement des configurations avancées qu'on n'a pas forcément retrouvées en tout cas avec d'autres outils. Donc ça inclut les workflows qu'on peut définir sur les différents types de projets. Il faut savoir que Jira, chez nous, ne nous permet pas uniquement de gérer des projets pure dev, c'est-à-dire des projets qui conduisent à un livrable logiciel, mais il permet également de gérer d'autres projets qui sont un peu plus organisationnels, on va dire. Et donc, il nous permet également de configurer les écrans de manière assez poussée, assez pointue, de mettre certains champs obligatoires, etc. Et il nous permet également, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe ça dans Jira, mais il y a une couche de sécurité qui a été ajoutée qui permet de limiter la visibilité de certains tickets qui peuvent être sensibles. Par exemple, des tickets dans lesquels on parle de vulnérabilité qu'on aurait découvert sur certains frameworks ou certains loggers. Hein. Donc, Jira, c'est également un moteur de plugins qui est fait en Java, donc c'est du closed source, hein, mais malgré tout, on peut développer des plugins en Java et les déployer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un plugin maison, donc pour Cosium, qui intègre donc une feature principale, c'est l'envoi des release notes, et qui permet également d'intégrer les différentes demandes Jira avec nos environnements de production et de staging. Donc ça permet par exemple de récupérer les noms des environnements dans des champs spécifiques. Donc là, vous avez un exemple de workflow. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Jira. Donc là, c'est un des workflows qu'on peut créer. Donc on peut vraiment tout customiser. On peut avoir des statuts précis. Et on peut déterminer, on peut mettre des conditions sur la bascule, la progression entre les différents statuts. Donc quand on parle des différents acteurs, un acteur important quand même de la modification de code, c'est le développeur. Le but vraiment pour nos développeurs, c'est qu'ils se concentrent au maximum sur la modification de code et qu'ils aient le moins possible à se soucier de mettre la bonne information dans le bon champ dans le gestionnaire de tickets. On veut vraiment que ce soit fait de manière automatique. Donc en fait, finalement, je dirais, on l'utilise vraiment de manière minimale en tant que développeur, c'est-à-dire juste indiquer le statut du ticket, en gros s'il est en cours ou pas, quoi. Et puis les discussions, bien évidemment, avec le reporter, avec les personnes qui sont en surveillance du ticket pour discuter de la feature. Et finalement, après, il y a juste du commit push qui crée la pull request et des itérations en fonction du résultat de la revue de code. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'en termes de gestionnaire de code de source chez Cosium, ce qu'on utilise, c'est Gerrit. Donc, Gerrit, c'est une alternative à GitHub, GitLab, c'est le plus connu, ou Bitbucket. Donc, nous, ce qu'on utilisait chez Cosium avant Gerrit, c'était Bitbucket. Et vers 2018, au détour d'une contribution au projet Chromium, qui est la base open source de Chrome, on est tombé amoureux en fait de cet outil.
Gerrit est utilisé sur beaucoup de projets Google, dont Chromium. Et je crois aussi que c'était utilisé sur un projet Android au moins. Je ne pourrais pas vous faire la liste, mais c'est assez poussé par Google. Donc Gerrit a un avantage par rapport à Jira par exemple, c'est qu'il est open source et il est développé en Java à nouveau. Donc vous l'avez compris, on a de fortes compétences Java chez Cosium. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir des outils qui sont développés dans ce langage et qui nous permettent du coup d'ajouter des features si on a besoin, soit en ajoutant des plugins, soit en contribuant à l'outil lorsque celui-ci est open source. Donc, avec Gerrit, ce qu'on utilise principalement comme plugin, c'est d'abord le plugin ITS Jira. ITS, c'est pour Issue Tracking System. Et donc, il y a un plugin qui est spécifique à Jira. Si vous utilisez d'autres systèmes comme Mantis ou Bugzilla, vous allez trouver certainement des implémentations spécifiques qui sont disponibles dans l'écosystème Gerrit. Et on utilise également le plugin AutoSubmit, qui nous permet donc, une fois que tous les votes sont au vert sur la pull request, de merger automatiquement la pull request, sans action manuelle nécessaire. Donc rapidement, des screenshots de Gerrit. Alors Gerrit mériterait une conférence à lui tout seul par rapport à toutes les fonctionnalités qu'il couvre et tous les avantages qu'il peut avoir par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc voilà, là c'est une vue assez classique d'un patch avec des commentaires. On peut voir en haut à gauche les différents change sets. Alors le vocabulaire de Gerrit est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir sur des solutions comme GitLab ou GitHub. On parle de patch set, de change set plutôt que de pull request. Bon. Donc là, en fait, c'est entre plusieurs soumissions, ce sont des change sets, et on peut vraiment regarder les différences entre plusieurs change sets et les différents commentaires qui a pu y avoir entre ces différents change sets et la discussion qui est résolue ou pas autour de la modification de code. Donc, dans Gerrit, comme dans pas mal d'outils aujourd'hui, il y a un système de vote. Donc, alors ces votes peuvent être obligatoires ou facultatifs. Donc, chez nous, on a 3 votes, et ces 3 votes sont obligatoires. Donc, on a d'abord le vote que tout le monde connaît, ça concerne le vote de la code review. Il est posté par un développeur, par le reviewer de la PR. Donc sa valeur en particulier peut aller de -2 jusqu'à +2. Donc il y a des espèces de niveaux comme ça, on peut faire -2, -1, +1, +2, en fonction de on va dire, de l'importance des remarques qui ont été faites. Donc un reviewer pourra mettre un +1 si il reste un dernier petit souci, par exemple sur une typo qui est vraiment pas importante, et dans ce cas-là, il laisse la main en fait au committeur pour éventuellement aller plus loin et valider malgré tout le patch. Ou il y a un deuxième reviewer, par exemple. Oui, on voit qu'il y a 2 reviewers. À ce moment-là, quand le premier reviewer qui passe, il dit moi ça me va, il met +1, et c'est quand le deuxième reviewer mettra +2. Voilà. Surtout quand vous avez le système de merge automatique. Donc il n'y a pas vraiment d'étape. Une fois que tous les votes sont ouverts, ça merge automatiquement. Et donc nous, on a également les deux autres, on a 2 autres catégories de votes. On a la code quality qui est postée en fait. Donc là, on voit que c'est le user Jenkins, mais en fait derrière c'est Sonar qui a fait la revue de code de manière automatique. Et on a enfin le libellé verified, qui est le libellé par défaut que vous allez trouver si vous installez Gerrit. Et enfin, si vous avez une installation vierge de Gerrit. Et donc ce vote verified, il est posté si la compilation est OK et si les tests sont au vert. Alors, l'une des features qui est vraiment sympa avec Gerrit et qu'on n'a pas retrouvé ailleurs, je crois que ça n'existe toujours pas sur des outils comme GitHub, mais bon, si vous pourrez me dire plus tard que je me suis trompé, c'est les pull requests chaînés. Donc là, j'ai donné un exemple de ces pull requests chaînés et du cas d'utilisation. Là, vous voyez en haut à droite, en dessous de Relation Chain, vous voyez il y a un commit qui s'appelle Cleanup de Clearance System et un autre au-dessus qui s'appelle Add OAuth. Donc là, on imagine un cas où on veut ajouter la feature OAuth sur notre application. Et souvent, quand on veut ajouter des features, on a besoin de faire un refactoring préalable. Donc pour ne pas embrouiller le reviewer, on sépare les deux en 2 pull requests. Et donc là, avec Gerrit, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer la deuxième pull request, donc la pull request qui ajoute effectivement la feature avant que la pull request de nettoyage ne soit mergée et ne soit reviewée d'ailleurs. Donc ça peut être vraiment intéressant pour gagner un peu de temps dans certains cas quand le cycle de PR se rallonge pour X raisons.
Donc voilà, pour résumer quand même, Gerrit est un super, vraiment super outil qu'on prend beaucoup de plaisir à utiliser chez Cosium. Il permet bien entendu la revue de code manuelle, hein, comme tous les outils de ce type. On a vu qu'on avait un système de merge automatique conditionnel en fonction des votes, une intégration poussée avec le gestionnaire de tickets qui permet donc de fermer le ticket Jira, de préciser les branches, les versions dans lesquelles la modification de code a eu lieu. Et toujours avec l'intégration avec le tracking system, il y a la fermeture de versions et l'envoi de release note par email. Ensuite, un outil essentiel, évidemment, c'est l'automate de build. Donc, on utilise Jenkins, on le on le présente plus, hein, je pense que tout le monde le connaît. On l'avait choisi à l'origine pour son écosystème massif, hein, c'est-à-dire c'est vraiment un outil qui est très très utilisé, qui a un nombre très conséquent de plugins très, très pratiques. Il est codé en Java aussi, ce qui est pas négligeable pour nous. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un certain nombre de contributions pour adapter un petit peu certains fonctionnements pour notre utilisation. Nous avons aussi les plugins, notamment donc Sonar Gerrit et Gerrit Code Review. Donc Sonar Gerrit, c'est pour la liaison entre Sonar et Gerrit via Jenkins, et Gerrit Code Review, c'est le plugin qui est utilisé pour le lien entre Jenkins et Gerrit. Donc Sonar Gerrit aujourd'hui est principalement géré par Cosium. Et nous allons voir aussi que dans l'utilisation de Jenkins, il y a deux types d'utilisation, via l'IHM ou via des pipelines, via les Jenkins files. On a un historique d'utilisation, on est passé un peu de l'un à l'autre en fonction des problèmes rencontrés. Aujourd'hui, on est plus sur des Jenkins files, mais en utilisant des shared librairies spécifiques Cosium. Et donc là, on va essayer de vous présenter un peu les pipelines Jenkins, la manière dont on les a fait chez Cosium. C'est important. Donc, comme disait Julien, on avait au début, chez Cosium, lorsqu'on a mis en place Jenkins, on avait plusieurs jobs qui étaient configurés via l'IHM de Jenkins. Et à cette époque, les pipelines n'existaient pas. Donc les problèmes qu'on a rencontrés avec ces configurations par IHM, c'est qu'elles ne sont pas factorisables. On ne peut pas vraiment avoir de points uniques de modification pour influer le comportement de plusieurs jobs simultanément. Du coup, quelques années plus tard, je ne sais plus quand exactement, Jenkins a mis en place les pipelines. Et en l'occurrence aussi, ils ont mis en place, quelques années après, ils ont mis en place les pipelines, les Jenkins Shared Libraries, qui sont en fait des pipelines qu'on peut partager entre différents projets. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet du coup de factoriser le code et d'avoir du code très maintenable dans les Jenkins files. Donc, ce qu'on a fait chez Cosium, c'est qu'on a créé un projet dédié aux shared libraries, aux pipelines réutilisables. Donc, c'est un repo Git qui ne contient que ça, qui ne contient que des pipelines réutilisables. Donc, chez Cosium, la plupart, disons que nos projets se divisent en deux catégories. On a les projets qui sont basés sur Maven et les projets qui sont basés sur NPM. Alors, quand je dis NPM, ça peut être NPM, Yarn, ça dépend des années. Et donc, il fallait qu'on ait deux pipelines pour chacune de ces catégories. Un pipeline qui est dédié à un build Maven, un pipeline qui est dédié à un build de type NPM. Et donc, on a mis ça dans ce projet. Et ce qu'on a vraiment voulu, c'était que ce code qu'on a mis dans ce projet soit maintenable et surtout qu'il soit stable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un environnement de test automatique basé sur Docker et basé sur la librairie Test Container que vous devez connaître. Et cette librairie permet donc de monter des environnements Docker. Et donc on a carrément un environnement qui monte avec un Jenkins complet, un SonarQube complet, vous avez le Gerrit également qui monte, et enfin, vous avez également le repo Nexus, le dépôt de livrable. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous recommande, c'est vraiment de vraiment faire en sorte de bétonner cette partie-là, parce que c'est très difficile autrement de faire des essais dans un environnement, surtout qui est en continuous delivery, vous risquez de bloquer absolument toute votre prod autrement. Donc, on a créé du coup ce repository, et ce repository du coup met à disposition ces pipelines communs, et ensuite chacun des Jenkins files de chaque projet individuel, de chaque repo Git individuel, va pouvoir référencer
ces pipelines et passer éventuellement des paramètres custom avec une DSL qui est plutôt sympa. Donc, pour ce slide, donc là, je vous ai parlé de deux catégories de pipeline en termes d'outils de build. Donc, j'ai dit Maven, NPM. Et là, on va parler également d'un autre axe, c'est l'axe PR ou branche. Donc, pull request pour PR, évidemment. Et pour branche, quand on parle de branche, il ne faut pas confondre ça avec les branches de dev. Quand on parle de branche, on parle de branches livrables. Donc, ça peut être la master ou ça peut être des branches de maintenance. Donc, ces deux types de pipeline partagent les deux premières phases. Donc, évidemment, pour ces deux pipelines, on va avoir des compilations, enfin, on va avoir une compilation et des tests automatiques. Évidemment, la première étape qui échoue bloque tout. Et ensuite, on va splitter. Donc, on va commencer par le pipeline de PR. Pour le pipeline de PR, il va falloir que Jenkins vote. Il va falloir qu'il fasse un vote sur le verified que je vous montrais tout à l'heure. Il va falloir également que la revue SonarCube se fasse. Donc si la revue est positive, il va y avoir un deuxième vote sur le code quality. Et enfin, on met systématiquement à disposition une snapshot du travail du développeur pour lui laisser la possibilité, si besoin, de présenter son travail à d'autres devs ou à des non-devs. Ça peut être sympa. Et maintenant, concernant le pipeline de branche, donc c'est différent forcément. Donc là, vu qu'on est en continuous delivery, on fait systématiquement une release, une mise à disposition du coup du livrable, un déploiement sur nos environnements de staging, et enfin une petite notification Rocket Chat pour informer les gens qui sont abonnés au channel de la release. Alors, je vais vous donner deux exemples de Jenkins File. Donc ça, c'est le premier exemple, ça concerne, là on est dans le Jenkins File d'un projet Maven, et donc sur la première ligne, vous pouvez voir le Cosium Maven Pipeline, c'est l'identifiant du pipeline Maven qui est customisable du coup par le projet. Donc on a une DSL assez simple, on peut du coup customiser évidemment la version du JDK. On peut également customiser les étapes du staging. Donc là, on est sur une application web, on est capable donc de donner le chemin du WAR qu'on veut déployer sur le Tomcat. On utilise une step qui s'appelle Deploy to Cosium Tomcat Staging. Là, c'est un plugin Cosium qui permet de faire ça, qui enrobe en fait un autre plugin qui est open source. Ensuite, vous avez 2-3 paramètres. Donc, l'avant-dernier paramètre, c'est la fréquence de build. Ça peut être intéressant lorsque vous avez des projets qui mettent un peu de temps à builder. Vous ne voulez pas forcément faire une release tous les commits. Donc, en fonction de la taille de votre équipe de dev, ça peut être problématique. Ça peut vraiment consommer énormément de ressources. Donc là, ça permet de faire des pauses en fait dans les releases. Et enfin, on est capable de customiser le canal de communication de Rocket Chat pour les notifications de release. Et ça, c'est le deuxième exemple. Donc ça, là, on est dans un pipeline pour NPM, pour un projet de type NPM. Donc là, NPM, c'est beaucoup moins... Il y a moins de conventions qu'avec Maven. Donc on est obligé de laisser beaucoup plus de liberté. Donc c'est un peu plus compliqué, évidemment. Il y a un peu plus de code dans le projet cible, mais ça reste quand même manageable. Donc là, on doit être capable, dans le cas d'NPM, évidemment, de définir la version de node. On doit être également capable de définir, cette fois-ci, la clé du projet Sonar. Parce que Sonar, dans le cas d'un projet Maven, est capable de calculer la clé automatiquement, mais pas dans le cas d'un projet NPM. Et puis ensuite, vous avez trois zones, trois enchaînements. Donc là, vous avez la première catégorie de steps qui concerne les PR, la deuxième qui concerne les branches, et la dernière qui concerne les releases. Donc ça, c'est un besoin qu'on a, en tout cas chez Cosium, dans nos scripts, enfin dans nos projets NPM, on est obligé de pouvoir définir ça de manière assez poussée. Donc un autre composant évidemment de l'usine logicielle, c'est SonarCube dont on vous a déjà parlé. Les customisations sont relativement limitées hein, pour cet outil. On a utilisé les règles qui viennent en standard avec SonarCube qu'on a complété avec quelques règles spécifiques. On en a aussi désactivé certaines qui n'avaient pas forcément de sens pour nos projets. Les règles peuvent être définies par projet et il existe un plugin sur IntelliJ qui permet de récupérer ces règles pour le développeur et donc
donc que ces notifications, que les raids le casser soient notifiés dès la production du code, ce qui est quand même pratique pour éviter de faire trop d'aller-retour. Et on a aussi quand même développé un plugin sur les dernières versions, là, quand on est passé à Java 11, pour empêcher l'utilisation du mot-clé var. Maven? Des réactions sur var peut-être? Donc Maven, on a dû modifier également la manière dont Maven était releasé, notamment pour la partie donc, release en continu. Donc par défaut, lorsque vous utilisez un projet Maven, ce qui est disponible par défaut, c'est le Maven Release Plugin. Le Maven Release Plugin a quelques défauts. Donc en termes d'opération Git, à chaque fois que vous allez faire une release avec ce plugin, vous allez avoir un tag qui va être créé. Donc ça c'est plutôt normal, on s'y attend, c'est le tag qui va contenir la version. Mais vous allez surtout avoir 2 commits qui vont être systématiquement créés. Et ça pose 2 problèmes dans le cadre du continuous delivery. C'est que, premièrement, Jenkins, les automates de build déclenchent des builds quand ils voient des commits qui atterrissent sur les branches principales ou sur les branches de dev. Mais voilà, donc ils voient ces commits qui atterrissent. Et donc ils réagissent à ça en déclenchant des builds. Lorsque l'automate de build commence à committer lui-même, vous avez un problème que vous allez voir tout de suite, c'est qu'il va builder en permanence, il va builder en continu, ça n'arrêtera jamais. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que en release permanente, vous allez pourrir votre historique Git, enfin ou VCS si d'autres utilisent encore Subversion. Et du coup, vous allez vraiment pourrir votre historique et ça va être vraiment problématique. Donc pour le premier problème, on pourrait se dire bon, on va configurer Jenkins, on est capable de le faire avec Jenkins, on peut demander à Jenkins d'ignorer des commits qu'il aurait lui-même créés. Mais ça ne nous permet pas de corriger le deuxième problème qui est la pollution au niveau de l'historique VCS. Du coup, ce qui est recommandé par la communauté de manière générale, c'est d'abandonner le Maven Release Plugin et de passer au Flatten Maven Plugin. Le Flatten Maven Plugin est beaucoup moins directif que le Maven Release Plugin. En fait, il ne s'intéresse pas vraiment à la release. Il vous laisse faire la release comme vous voulez. Donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est de taguer pour les opérations Git. Donc, on fait un tag, on continue à le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, évidemment, on fait 0 commit. Et ça change également des choses au niveau du calcul de la nouvelle version. Avec le Maven Release Plugin, on avait une version qui était extraite du pom.xml et on faisait une incrémentation et on obtenait notre version de release. Ou pardon, non, on retirait le snapshot et on obtenait la version de release. Et ensuite, on faisait un commit pour la suivante, la nouvelle snapshot. Avec le Flatten Maven Plugin, vous êtes libre. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est de prendre le tag Git précédent de la branche qu'on est en train de réaliser, d'incrémenter pour obtenir la nouvelle version. Il y a d'autres alternatives. Il y en a qui utilisent le numéro du build. Sur Jenkins, vous avez des numéros de build au fur et à mesure, et vous pouvez utiliser ces numéros de build en tant que suffixe de version. Il y en a encore d'autres qui utilisent un timestamp. Donc voilà, vous êtes plutôt libre à ce niveau-là. C'est une bonne chose, et en même temps, ça peut être un peu embêtant. Alors pour terminer, on voudrait vous présenter les limites, les problèmes qu'on a rencontrés, certains qu'on a résolus, certains qui sont encore ouverts. Donc dans les difficultés rencontrées qui ont été résolues, il y a le workflow pull request, parce que encore une fois, c'est pas le vocabulaire utilisé par Gerrit. Le workflow pull request qui est spécifique à Gerrit et qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de faire avec des outils comme GitLab ou GitHub. Et donc dans un premier temps, pour aider l'équipe à utiliser ce nouvel outil sans trop perturber les habitudes, on a créé un outil qu'on a appelé VET, que vous pouvez trouver sur GitHub, et qui permet d'émuler avec Gerrit le fonctionnement de soumission de pull request tel qu'on peut les utiliser avec GitHub par exemple. Petit à petit, en faisant quelques formations, en montrant le workflow Gerrit,
les développeurs ont petit à petit abandonné l'utilisation de VET. Donc il est toujours disponible, il fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être quelqu'un dans l'onboarding, on présente l'outil pour si quelqu'un veut aller vite sans s'embêter avec l'apprentissage du workflow Gerrit, mais assez vite, on voit l'avantage de se servir du workflow Gerrit qui est plus souple, plus malléable et qui permet surtout de faire les PR chaînés qui sont vraiment très très utiles pour avoir un git log propre, je dirais. Euh, donc ce workflow spécifique Gerrit n'est plus vraiment un problème. Oui, donc dans les autres difficultés qu'on a rencontrées, il y a celle d'une release récente de SonarCube, je crois que c'était la 8.7, qui a retiré en fait une méthode, une stratégie de soumission du code vers SonarCube pour le remplacer par une nouvelle méthode. Donc on a été averti, hein, ça a été déprécié depuis un certain temps et ça finit par être supprimé. Mais du coup, cette méthode de soumission était la méthode principale qui était utilisée par tous les projets en fait, basés sur Gerrit pour faire de la code review et poster ensuite le résultat de la code review sur Gerrit. Et donc, il a fallu reprendre en main le plugin SonarGerrit qui avait été un peu abandonné. Donc maintenant, il est sous notre escarcelle. Les mainteneurs peuvent tourner sur Jenkins, les projets appartiennent à l'organisation. Et donc, c'est nous qui manageons maintenant ce plugin, qui le maintenons. Ouais, enfin bref, je ne vais pas y arriver. Du coup, voilà, donc ça demande ce genre d'effort. Il faut avoir une volonté de contribuer en fait. L'autre problème qu'on a rencontré, vous l'avez entendu un peu tout à l'heure, c'est pour le support de certains outils comme NPM, des outils qui ont beaucoup moins de conventions. Pour ces outils-là, c'est plus compliqué de faire des pipelines qui permettent d'offrir suffisamment d'options, mais tout en réduisant la dette technique au niveau du Jenkins file. Donc bon, on est plutôt satisfait du résultat, mais on n'a pas pu. Le résultat qu'on a eu, on l'a pas trouvé tout de suite, quoi, par rapport à Maven. Donc ça, c'était les problèmes qu'on considère comme résolus. Et là, on va vous parler des problèmes qui sont encore ouverts. Donc le premier point, ça concerne la popularité de Gerrit. Donc ça rejoint un peu la difficulté qu'on a eue concernant le changement de stratégie de la soumission de code vers SonarCube. SonarCube, à ce moment-là, a basculé cette stratégie de soumission sur les stars des gestionnaires de code source comme GitLab et GitHub. Ces gens-là n'ont eu aucun souci. Par contre, Gerrit a été forcément oublié, puisqu'il n'est pas géré officiellement par SonarCube. Donc voilà, ce problème de popularité, ça mène à une communauté réduite, et donc il faut se relever les manches pour essayer de corriger les problèmes nous-mêmes, quoi. Et un deuxième problème qu'on a toujours aujourd'hui, c'est l'arrêt de la possibilité d'installer Jira on-premise. Il y a Atlassian, donc l'éditeur de Jira, qui pousse fort pour utiliser Jira dans le cloud, enfin quand il fonctionne. Et donc aujourd'hui pour nous c'est un vrai problème parce que le Jira est intégré fortement dans notre écosystème on-premise. Aujourd'hui, c'est encore ouvert. On ne sait pas encore trop comment on va gérer ce point-là. Les issues sont relativement simples, hein. En fait, c'est soit réussir à intégrer la version cloud de Jira avec notre usine logicielle actuelle, soit migrer l'ensemble sur d'autres gestionnaires de tickets, notamment on regarde U-Track par exemple de JetBrains, qu'on est très très fan d'IntelliJ. C'est vrai que les intégrations avec U-Track peuvent être intéressantes. Voilà, on regarde un petit peu ce qui pourrait remplacer Jira dans notre entreprise. Dans les autres problèmes ouverts, on a un problème qui est générique, hein, qui ne concerne pas uniquement notre contexte, le contexte Gerrit ou le contexte Jenkins. C'est les race conditions que vous pouvez avoir sur des PR concurrentes. Donc je pense il doit y en avoir beaucoup qui ont déjà rencontré ça. Vous avez deux PR qui sont ouvertes, qui ont été validées séparément par tous les outils de build et d'analyse que vous pouvez avoir. Elles ne présentent aucun merge conflict au sens de votre gestionnaire de source. Mais quand vous les committez les unes après les autres, ça explose, ça fait péter en fait vos branches principales.
Donc finalement, c'est des espèces de merge conflits implicites. Donc pour résoudre ces problèmes, il y a des solutions qui existent. Par exemple, vous avez Gerrit qui propose une extension qui permet de faire des batchs de pull request. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez tester des batchs de 10 PR simultanément avant de les pousser toutes simultanément. Chez nous, ce problème, il se produit en moyenne deux fois par an. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment investi là-dessus. Mais voilà, ça reste une possibilité au fur et à mesure où la taille de l'équipe va grandir. Et le dernier point aussi qu'on voulait partager, c'est cette histoire de calcul de la version que je vous ai présenté sur le slide qui concernait Maven. Donc ce calcul de version actuellement chez nous, il est fait par un plugin Jenkins, ce qui nous rend un peu dépendant de Jenkins. Donc idéalement, il faudrait que ce calcul de version soit fait dans un plugin Maven pour pouvoir, en cas d'urgence, ne pas dépendre de Jenkins. Au cas où le CI est mort, bon, normalement il est répliqué, ça ne devrait pas arriver, mais voilà, on préférait que ce soit vraiment juste dans Maven. Et Voilà, voilà. donc on est bien dans les temps. Super. Il reste 5 minutes normalement pour les questions, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu. Voilà. Oui. Bonjour, Bonjour. merci pour la présentation. C'était plus une question en fait autour de votre réflexion. Vous avez un bassin Java, donc Maven, etc. J'entends que du coup NPM, nouveau monde, nouveau questionnement, phase d'accoutumance, et j'entends on a des problèmes avec le plugin Maven, on a des problèmes avec Jenkins, on est trop attaché aux solutions. Mais en fait, si on fait un pas en arrière, il ne faut pas oublier que Jenkins, c'est un orchestrateur et qu'en théorie, il fait strictement ce qu'on lui demande. Donc, pourquoi peut-être pas les solutions sur les problèmes rencontrés? C'est juste de se dire, eh ben, ma version, il faut qu'elle soit au niveau Maven. Eh ben, ça tombe bien, mon orchestrateur me permet de faire des steps. Donc, ma step précédente, mon build Maven, va me générer ma version et ça peut appeler un code en Go, en Python, en NPM, en ce qu'on veut, enfin en Node, etc. Et juste utiliser des artefacts et du coup transformer la perméabilité pour se dire je ne veux pas tout intégrer, mais je veux profiter de l'adaptabilité. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez peut-être pu avoir justement sur les questions qui sont encore ouvertes actuellement? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que les choix, j'ai pas tout le contexte bien sûr de votre entreprise, etc. Est-ce que les choix actuels font qu'au final, en effet, le ROI n'est peut-être pas présent et que tout simplement, c'est pas une option viable? Alors, pour la première partie de la question, pour nous, NPM, c'est pas le nouveau monde, hein. Je voudrais préciser ça. On l'utilise depuis 2014 pour builder des projets front assez poussés avec du WebAssembly, etc. Donc, on est parfaitement à l'aise avec NPM. Oui, lapsus. Hein. Mais voilà, mais on est à l'aise également avec les limitations de NPM et de Maven d'ailleurs. Enfin, aucun outil n'est parfait. Après, en termes d'adaptabilité, je pense qu'on en a fait preuve. On a réussi à adapter les pipelines à ça. Voilà, Après, je sais pas si tu veux ajouter quelque oui, chose. ce que je pourrais ajouter, c'est que, en effet, on peut utiliser les Jenkins, utiliser la configuration Jenkins des steps, mais on veut aussi quand même que les projets soient autant que possible autosuffisants et que finalement on puisse, si on veut, réaliser un projet sans forcément que Jenkins soit de la partie. Pour une raison X ou Y, ou si on veut même changer d'outil, de manière simple, voilà, qui ait un minimum d'intervention. C'est vrai que normalement sur un projet Maven classique, réaliser c'est une commande. Donc de par les objectifs qu'on avait, on a dû modifier le fonctionnement de Maven, mais on veut quand même rester au maximum dans quelque chose qui est autosuffisant. Voilà, que vraiment Jenkins fasse son boulot de lancer la release et juste vérifier qu'elle passe bien et que les tests automatiques passent bien et après faire l'intégration avec les autres outils de l'usine logicielle, voilà, sans pour autant être trop intrusif dans le processus de release elle-même, quoi. Voilà.
On a encore une question, oui. Merci pour la présentation et ce partage d'expérience. Ma question est toute simple. Pourquoi vous avez désactivé l'utilisation du mot-clé var? C'est marrant, on s'attendait à cette question. C'est dommage, il n'y a plus de temps. Non, bon, je ne sais pas si tu veux répondre. On considère que ça réduit la lisibilité du code Java. Donc, c'est notre point de vue, du coup. Disons que voilà, il y a un certain nombre de cas dans lesquels ça pourrait être intéressant de l'utiliser, mais il y a tellement d'autres cas où on pense que c'est pas une bonne idée en termes de lisibilité. On trouve que la déclaration du type est porteur d'informations, que quand on utilise var, on perd un certain nombre d'informations assez souvent, en tout cas suffisamment souvent pour dire que le mieux c'est de ne pas l'utiliser du tout. Qu'on ne veut pas qu'une variable ait comme type une implémentation plutôt qu'une interface la plupart du temps. On ne veut pas que les gens perdent cette habitude. Si vous faites var toto égale new hmap, ben, toto c'est une hmap, c'est pas une map. Pour nous, ça reste une mauvaise pratique. Donc voilà, encore une fois, on pense que c'est une perte d'information et que les avantages que ça peut procurer à certains moments ne contrebalance pas la perte d'information que ça entraîne, et finalement avec les IDE qu'on a aujourd'hui, on gagne rien comme temps, quoi, et on gagne par contre en visibilité. On est très très fan des langages à typage fort. On trouve que c'est une vraie plus-value pour la maintenabilité du code et pour le refactoring, et donc tout ce qui diminue ce typage fort, on est plutôt contre. Donc pour éviter des cas d'utilisation qui nous posent problème, on préfère ne pas l'utiliser du tout simplement. Voilà. Il n'y a plus de temps, du coup. Si vous avez d'autres Merci questions, beaucoup. vous pouvez nous retrouver à l'extérieur. On fera un plaisir de répondre. Merci.